2000, il fait démarrer l'Anthropocène de la naissance du capitalisme industriel basé sur le charbon. Il y a des débats entre scientifiques, entre historiens sur à quelle date on pourrait faire démarrer cet Anthropocène, mais il me semble que cette première périodisation qui a été proposée par Paul Crutzen est intéressante pour nous, à l'heure du changement climatique, parce que c'est justement à ce moment-là que le cycle du carbone, effectivement, à l'échelle globale, est profondément bouleversé. Et en termes de concentration du carbone dans l'atmosphère, on sort des fourchettes de l'Holocène à partir, sous le contrôle de Valéry, des années 1830. Les fourchettes de l'Holocène, c'est 265, 285 parties par million dans les 12 000 dernières années, et on commence à sortir de cette fourchette à partir des années 1830. Et donc le climat, le cycle du carbone n'est pas le seul élément d'un ensemble de transformations écologiques, des transformations des cycles de matière, des transformations, des régressions du tissu vivant, de la biodiversité, des fonctionnements des écosystèmes, etc. etc. Mais c'en est un marqueur extrêmement important. Et du coup, si on regarde l'ampleur des phénomènes, c'est un peu ce que nous disait Hugo tout à l'heure, plus 4 degrés dans le scénario business as usual à la fin du 21e siècle du GIEC. La dernière fois qu'on a eu plus 4 degrés sur Terre, c'était il y a 15 millions d'années. Le rythme actuel et l'ampleur de l'extinction, l'équivalent dans l'histoire de la Terre la dernière fois, c'était il y a 65 millions d'années. Dans les deux cas, l'humanité n'existait pas. Homo sapiens, c'est 2,5 millions d'années. Donc concrètement, l'Anthropocène, ça veut dire que l'humanité, dans les toutes prochaines décennies, est confrontée à des états du système Terre à laquelle elle n'a jamais été confrontée dans son histoire. Donc il y a une dimension anthropologique de ça, c'est une nouvelle condition humaine qui appelle effectivement, ça a été dit, une transformation de nos ontologies, de nos représentations de la nature, de nos modèles de développement, et notamment, il me semble que ça a été discuté, c'est que notre modèle de développement depuis plusieurs siècles a été basé sur ce que certains ont conceptualisé comme l'extractivisme, où on a eu tendance à extraire tout ce qu'on pouvait extraire du sous-sol, en rupture avec des sociétés prémodernes qui étaient dans des formes de déification du sous-sol, qui était le lieu des ancêtres, le lieu des divinités, que ça soit dans des cultures amérindiennes. Si vous lisez La chute du ciel de Davi Kopenawa, on voit bien, c'est une lecture de l'Anthropocène et de ses causalités par un chaman amérindien, mais aussi en Europe. Il faut savoir que les mineurs en Europe de l'Est au XVIe siècle, avant de descendre à la mine pour chercher de l'argent, ils faisaient une prière, parce qu'ils avaient un sentiment de transgression en allant chercher quelque chose dans le sous-sol. Donc d'une certaine façon, la fièvre extractiviste de ces 5 derniers siècles est une dimension centrale de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène. Et ce qu'on a vu sur la question du budget carbone, c'est quelque part les limites de l'extraction. C'est plus seulement les limites de la croissance, c'est les limites de l'extraction, c'est-à-dire que, on le voit dans des publications scientifiques, si on brûle toutes les réserves d'énergie fossile actuellement connues, on arrive à des scénarios de plus 6 à plus 11 degrés en 2100, à des scénarios où la calotte glaciaire de l'Antarctique fond et on prend 40 mètres de hauteur des océans sur le 3e millénaire. C'est une publication récente du Potsdam Institute sur le changement climatique. Donc on est dans une situation où on doit apprendre, pour la première fois peut-être depuis 5 siècles, à laisser sous nos pieds des richesses qui sont à disposition. Donc ça c'est, on pourrait parler avec Edgar Morin de métamorphose culturelle, c'est un changement de civilisation. Donc voilà, ça c'était mon petit topo sur les enjeux de l'Anthropocène tels que je les vois, et ça fait écho à la question du budget carbone sur laquelle on va pas mal revenir, notamment parce que nos deux intervenants, Valérie Masson-Delmotte et Maxime Combes, ont tous deux, chacun avec son
son bagage, son origine. Valérie Masson-Delmotte, climatologue, paléoclimatologie, modélisation climatique au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Maxime Combes, économiste sur les questions de l'énergie et militant à Attaque. Chacun, avec ses connaissances et son bagage, ont signé cet appel qui s'appelle « Laissons les fossiles dans le sol pour en finir avec les crimes climatiques », dont la principale revendication est finalement un gel de 80%, un gel de l'extraction dans les prochaines décennies de 80% des réserves d'énergie fossile actuellement connues. Donc on va commencer par Valérie Masson-Delmotte, à la fois peut-être un état des lieux des connaissances sur le changement climatique en lien avec la dimension anthropocénique, et puis sans doute revenir sur ces questions de budget carbone, parce qu'il a été dit par Ami que c'était très peu présent dans les négociations climatiques. Cela dit, ce qui me paraît intéressant, c'est que le GIEC en parle dans son dernier rapport, qu'il y a des publis dans Nature depuis janvier sur cette question. On a une communauté scientifique qui a commencé à poser cette question du budget et de, pour rester dans la trajectoire des 2 degrés, de laisser 80%, enfin un tiers à 80% des énergies fossiles dans le sol. Donc les scientifiques commencent à se positionner sur cette question. Merci. Donc j'ai prévu de ne pas parler avec un support sous forme de graphe ou de présentation déjà faite, parce que je voulais avoir plus de liberté, de réactivité dans mon propos, y compris par rapport aux interventions précédentes. Donc je vais essayer de vous faire deviner les images possibles que j'aurais pu projeter pour appuyer ce propos. Alors la première chose, c'est finalement comment les changements que l'on observe aujourd'hui se situent par rapport au fonctionnement naturel du climat. C'est-à-dire, est-ce qu'on détecte déjà aujourd'hui des évolutions qui sont exceptionnelles par rapport à la variabilité passée du climat. Donc en ce qui concerne la composition atmosphérique, comme l'a dit Christophe, il n'y a aucun doute que les activités humaines sont à l'œuvre dans l'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre, et elles sont à l'œuvre depuis en gros les années 1750. Mais la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est pas ce qui fait varier le climat, c'est leur impact sur les échanges de rayonnement. Et c'est pas proportionnel à la concentration, c'est plus subtil. Et donc on détecte en termes d'échange de rayonnement entre la Terre et l'espace une influence croissante des activités humaines, avec l'effet réchauffant des rejets de gaz à effet de serre, au départ essentiellement déforestation, et puis de plus en plus consommation d'énergie fossile, et aujourd'hui c'est 9/10 énergie fossile et 1/10 déforestation au niveau planétaire vis-à-vis de l'augmentation de la concentration en dioxyde de carbone. Donc on détecte une influence de l'homme sur les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace, avec un effet réchauffant lié au rejet de gaz à effet de serre, au premier lieu le dioxyde de carbone, mais aussi méthane et autres gaz. Le méthane, lui, étant lié à d'autres volets des activités humaines, en particulier les activités agricoles. Et puis, un effet refroidissant qui compense en partie l'effet réchauffant des gaz à effet de serre lié aux particules de pollution et leur effet parasol. Ces particules de pollution étant par ailleurs liées à des problèmes de santé publique et de qualité de l'air, en particulier autour des grandes métropoles. Donc des enjeux qui sont croisés et complexes. Un effet qui augmente au cours du XXe siècle, et puis cet effet en particulier des gaz à effet de serre qui devient dominant à partir des années 1960 sur les grands équilibres des échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace qui dominent par rapport aux facteurs naturels, les petites variations de l'activité du Soleil et de temps en temps l'effet à court terme des grosses éruptions volcaniques. Alors, pourquoi j'insiste sur... on m'entend pas ? Pourquoi j'insiste sur ces facteurs naturels? Parce que bien sûr, l'évolution du climat elle-même, c'est la somme de 3 composantes. Une partie qui est, on peut dire, aléatoire, la circulation atmosphérique, chaotique, les échanges entre l'océan et l'atmosphère, organisés sous forme de modes de variabilité, à des échelles de temps qui peuvent aller sur l'année, la décennie. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la variabilité interne, intrinsèque, spontanée. D'autres pourraient l'appeler le hasard. Et puis, il y a la réponse du climat à des perturbations naturelles, activité du soleil et volcanisme. Et puis enfin, il y a la manière dont nous perturbons ce système
par les 3 facteurs qui agissent à échelle planétaire, c'est-à-dire rejet de gaz à effet de serre, particules de pollution, et enfin les changements d'usage des sols, qui à grande échelle jouent sur la couleur du sol et les échanges de rayonnement également entre la Terre et l'espace. Il est impossible à partir des observations seules de déterminer finalement quel est le facteur responsable de changements que l'on observe. On sait que le réchauffement des derniers 30 ans, à l'échelle planétaire, est exceptionnel sur plus de 1500 ans. Il est exceptionnel par rapport à la tendance lente au refroidissement des océans de surface. Il est exceptionnel par rapport aux petites variations de température que l'on peut reconstruire année par année à partir des archives naturelles du climat, pour l'ensemble de l'hémisphère nord ou pour la plupart des continents. Par contre, un certain nombre de changements que l'on observe, régime des pluies dans certaines régions tropicales, changements régionaux, tempêtes, cyclones, on n'est pas capable d'évaluer s'ils font partie de la gamme des variations normales du climat telles qu'on les connaît parfois sur des périodes courtes ou plus longues, ou s'ils ont un caractère exceptionnel. Dans de nombreuses régions, on n'a pas encore de conclusion claire, et c'est également le cas par rapport aux tempêtes. Donc l'Anthropocène, en termes de climat, qu'est-ce que c'est? C'est probablement ce réchauffement global, qui est exceptionnel depuis, je dirais, les années 1960, par rapport aux variations naturelles des derniers 1500 ans, qui n'est pas exceptionnel par rapport aux variations naturelles plus anciennes du climat. Je dirais également, l'Anthropocène, pour moi, c'est aussi une rupture par rapport aux outils que l'on a. Depuis 1970, une capacité de surveillance du climat global, en particulier par satellite et par les grands réseaux de mesure, et puis une capacité de modélisation. Et ça, c'est une rupture, je pense, dans notre rapport à ce système complexe qu'est le climat. Cette capacité de modélisation, elle permet de rejouer l'évolution passée. Que se serait-il passé s'il n'y avait eu que les facteurs naturels? Que se serait-il passé s'il n'y avait eu que l'influence de l'homme, dans une dimension ou dans l'autre? Quel aurait été l'impact d'une situation météorologique donnée sans le réchauffement des océans? Quelle aurait été l'intensité des pluies si on n'avait pas eu le réchauffement global pour un événement donné, par exemple en région méditerranéenne? Et cette capacité de modélisation, elle joue un rôle déterminant dans ce qu'on appelle l'attribution, c'est-à-dire, par rapport aux changements observés, quelle est la part que l'on peut attribuer à l'influence de l'homme sur le climat, et quelle est la part de la variabilité spontanée interne du climat lui-même. Alors, le constat scientifique, évidemment, il s'affine au cours du temps. Et, il est synthétisé par les rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, sur la base des publications scientifiques. Le dernier rapport du GIEC qui conclut à un rôle déterminant de l'influence humaine sur le réchauffement observé depuis une quarantaine d'années, sur la base justement de cette confrontation entre simulation rétrospective et observation. Il conclut aussi que le changement climatique en cours a déjà des impacts mesurables sur la production agricole, sur les écosystèmes, sur les activités humaines, en particulier celles qui dépendent le plus des milieux naturels, agriculture, pêche, forêt, gestion de l'eau, particulièrement intense autour de l'Arctique où le réchauffement est particulièrement important. Et puis, il conclut également que plus les émissions de gaz à effet de serre seront importantes à l'avenir, plus le changement de température et donc les impacts risquent d'être graves, généralisés et potentiellement irréversibles. Je pense que c'est ça en fait, le point le plus important. C'est celui qui relie finalement nos relations avec le climat, au sens de notre vulnérabilité aux conditions météorologiques, à l'état de l'atmosphère, de l'océan, pour la sécurité alimentaire, pour la santé, pour les conditions de vie, pour les risques naturels. Et peut-être le point le plus important de ce dernier rapport du GIEC, c'est l'inertie du système. Alors l'inertie du système, c'est l'inertie des changements du côté de l'océan. L'océan absorbe 90% du surplus de chaleur, un quart des rejets de dioxyde de carbone, ce qui conduit à son acidification. Il nous aide en fait à amortir la perturbation. Et en même temps, il va la faire perdurer extrêmement longtemps. Donc il y a vraiment ce côté inéluctable. Même si on retirait tout le CO2 de l'atmosphère aujourd'hui, l'océan en ressortirait. D'accord ? Donc il est impossible de faire baisser la concentration de dioxyde de carbone de l'atmosphère de manière artificielle. Et ensuite, de la même manière,
quoi qu'il se passe en termes de rejet de gaz à effet de serre à l'avenir, on a un océan plus chaud qui va ressortir de la chaleur vers l'atmosphère et faire persister un climat plus chaud pendant des dizaines d'années au moins. Je pense que c'est vraiment ce constat qui est important de l'inertie du système, première chose, et deuxièmement, de la manière dont on interagit avec les milieux naturels au sens large, c'est-à-dire l'océan, l'atmosphère, les surfaces continentales et leurs limites. Donc la manière dont nous interagissons avec le climat, c'est que l'évolution future, elle ne dépend pas des émissions uniquement futures de gaz à effet de serre, elle dépend du cumul de l'intégrale des émissions, passées, présentes et à venir. Je pense que le point le plus important, il est là, il est le moins intuitif pour la plupart des politiques. Alors quel objectif se fixer en matière de climat? Dans un monde idéal, j'ai aucun doute qu'on est capable de s'adapter à un réchauffement de 2, 3 ou 4 degrés, à condition d'y consacrer toutes nos ressources, à condition d'accompagner les déplacements nécessaires de population, l'aménagement du territoire qui en découle. La question telle qu'elle est formulée par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, c'est la question des interférences dangereuses des activités humaines avec le climat. Ce terme de dangereux, il est très délicat à aborder avec l'angle purement scientifique. Et dans le rapport du GIEC de 2014, ce qu'on voit bien, c'est qu'en termes de réchauffement et d'impact, il y a une sorte de continuum. On ne peut pas identifier un niveau de réchauffement qui évite des conséquences potentiellement dangereuses. Par exemple, même 2 degrés de réchauffement futur entraînerait probablement une montée du niveau des mers 2 fois plus rapide au XXIe siècle, 40 cm, qu'au XXe siècle, environ 20 cm. Ce qui est préoccupant pour beaucoup de zones littorales et pour les pays dont la topographie est la plus plate. Donc, d'un point de vue scientifique, il est extrêmement délicat de fournir des éléments objectifs pour guider un choix de cible en matière de changement climatique. Donc dans leur grande sagesse, les politiques, dans les années 90, en particulier lors de conseils européens de ministres, ont essayé de trouver un objectif qui soit simple, qui à l'époque semblait atteignable, et qui minimisait les conséquences en termes de sécurité alimentaire, en termes de risques liés aux événements extrêmes, et en termes de conséquences sur le long terme, pour le niveau des mers, pour l'acidification des océans, le risque de perte d'écosystèmes. Donc ils ont choisi cet objectif de 2 degrés. C'était un chiffre rond en fait. Il est impossible d'avoir un argumentaire qui justifie 2 degrés par rapport à 1,8 ou 2,2 ou des choses de ce type-là. Par contre, ensuite, la communauté scientifique, elle a abordé cet objectif de limite du réchauffement à 2 degrés en évaluant finalement quelles sont les émissions de gaz à effet de serre futures compatibles avec cet objectif de maîtrise de l'amplitude du changement de température. Donc on peut le traduire avec une barre d'erreur qui est extrêmement importante en cumul d'émissions de dioxyde de carbone compatibles. Alors c'est environ 3200 milliards de tonnes de CO2, on en a déjà rejeté environ 2000, jusqu'en 2011. Donc la marge de manœuvre, elle est d'environ 1000 gigatonnes de CO2. Si on prend en compte les émissions des dernières années, on arrive à 900 milliards de tonnes de CO2 comme cumul qui reste à émettre et qui serait compatible avec cet objectif de maîtrise de l'évolution du climat. Ça correspond à 22 années au rythme des émissions mondiales de 2014. La traduction de l'objectif politique de limite du réchauffement à moins de 2 degrés, ça se traduit en 20 ans d'émissions au niveau de 2014. Donc ça montre l'ampleur du défi. Alors les relations sciences du climat et politique, elles sont complexes. Le GIEC, par exemple, a pour mandat de ne pas être prescriptif. Donc il fournit simplement une analyse des scénarios futurs possibles, d'appui aux décisions. Il y a aussi la possibilité d'avoir une analyse des engagements volontaires des différents pays en amont de la conférence de Paris, de les traduire en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou d'usage des sols, et d'évaluer finalement sur quelle trajectoire on se place en termes d'évolution future du climat. Ce n'est pas un exercice qui est simple du tout. Et il est à l'œuvre aujourd'hui par un certain nombre de groupes de chercheurs au niveau français comme au niveau international, avec l'angle de savoir si les trajectoires sur lesquelles les pays souhaitent volontairement se placer d'ici à 2030 sont
incompatible ou pas, par exemple, avec une maîtrise du réchauffement à moins de 2 degrés. Ce sont des travaux qui sont en cours actuellement, donc on ne peut pas encore apporter de réponse précise. Le besoin de sciences du climat, il va être d'autant plus important que, par exemple, se met en place un fonds vert pour l'adaptation. Comment évaluer un projet d'adaptation? Comment évaluer sa qualité scientifique, sa qualité en termes d'adaptation, sa pertinence dans le contexte des éléments disponibles sur le climat actuel et sur les conditions climatiques à venir dans les prochains 20, 30, 50 ans. Et à côté de cette question de l'adaptation, il y a bien sûr les limites que l'on a à ce qu'on peut fournir comme éléments. Autant on a des certitudes qui s'affinent sur le fonctionnement à grande échelle du climat et sur des échelles de temps relativement grandes, la trentaine d'années ou plus, autant finalement la question de l'adaptation, elle demande à avoir des éléments plus précis à l'échelle locale, là où on est à la limite des outils de modélisation, et à court terme, là où on est justement à l'interface entre l'influence de l'homme sur le climat et puis la variabilité normale, naturelle du climat qui s'y superpose. Donc finalement, cette zone de l'adaptation, c'est la zone où on a le maximum d'incertitude, finalement, d'un point de vue des connaissances sur les conditions météorologiques et climatiques à venir. Quand on a également dans les négociations internationales des discussions sur les pertes et dommages, comment aider, comment financer la réparation de dommages dus à l'influence de l'homme sur le climat qui vont toucher les pays les plus vulnérables, qui sont d'ailleurs souvent très mal adaptés au climat actuel. Ça pose la question de l'attribution, encore une fois. Pour un cyclone donné, pour un phénomène d'inondation donné, quelle est la part de l'influence de l'homme sur le climat? Quelle est la part de la variabilité normale, spontanée du climat? Et quelle est la part de la mauvaise gouvernance locale en termes d'aménagement du territoire, de systèmes d'alerte et autres? Donc ça pose des questions extrêmement, je pense, lourdes d'un point de vue éthique sur l'expertise scientifique qui existe et qui peut être utilisée dans ce cadre politique, en particulier au niveau international. Ce que je voulais enfin mentionner comme dernière chose, donc c'est ce double défi qui est devant nous, de l'adaptation à un changement qui va être inéluctable, et puis de l'atténuation, c'est-à-dire de limiter au maximum les rejets de gaz à effet de serre, d'aller vers ce mode de développement sobre en carbone, en conciliant les deux. Et très souvent dans les politiques publiques, ce qui a pris le dessus, à mon sens tel que je le vois, c'est l'atténuation, parfois au détriment de l'adaptation. Dans la manière, par exemple, de concevoir des logements extrêmement performants pour économiser l'énergie nécessaire au chauffage, il y a le risque de faire des cocottes minutes qui ne soient pas particulièrement performantes en cas de vague de chaleur pour le confort d'été. Donc il y a vraiment cette dualité qui demande à intégrer toutes les dimensions disponibles, les informations dont on dispose par rapport au risque d'évolution climatique, mais aussi la conception, l'usage, toute une dimension de sciences humaines et sociales qui est nécessaire à intégrer à côté des informations limitées que peuvent fournir les sciences entre guillemets plus dures. Et pour terminer, donc on a mentionné, j'ai essayé de mentionner brièvement l'espace des problèmes, comme on dit, brièvement. Il y a aussi tout cet espace de solutions, c'est-à-dire toutes ces connaissances qui sont disponibles pour guider justement des politiques qui visent à se placer sur les trajectoires les plus décarbonées. Il y a un certain nombre d'actions qui sont identifiées comme étant facilement déployables, sans regret et à moindre coût, et puis il y a également un certain nombre de freins qui sont identifiés, des choses qui vont être beaucoup plus lourdes à mettre en œuvre, parce qu'elles se heurtent à l'Organisation du commerce mondial, parce qu'elles se heurtent à un certain nombre de freins institutionnels. Et puis je vais terminer donc l'espace des problèmes, l'espace des solutions, avec les freins. On a parlé un petit peu de climato-scepticisme, il est présent dans tous les pays, de manière plus ou moins visible, je dirais. Mais il y a aussi beaucoup d'indifférence, c'est un frein, sur l'urgence à agir par rapport au changement climatique, par rapport à de nombreuses autres urgences qui sont les préoccupations souvent des candidats des élections et qui sont les préoccupations de leurs électeurs. Les freins à agir parce que souvent le logiciel qui conduit à la prise de décision, c'est un logiciel du XXe siècle qui n'est pas tout à fait adapté aux enjeux complexes, où il y a une grille de lecture qui est beaucoup plus ouverte et où les enjeux climat font partie d'autres enjeux, je voudrais insister sur ce point-là. Biodiversité, climat, justice sociale aussi,
C'est un point qui a été effleuré tout à l'heure, et je voudrais terminer par ça. Je connais une étude, j'ai eu du mal à la retrouver, mais il y a une étude qui a été faite par catégorie sociale en France, et qui permet de relier les revenus des gens à leurs émissions de dioxyde de carbone. Et cette étude, elle a montré 2 catégories pour lesquelles la fraction la plus importante de leurs revenus se traduit en émissions de dioxyde de carbone, sont les ouvriers et les agriculteurs. Par leur lieu de vie, par rapport à leur capacité à avoir un logement performant, par rapport à la distance sur les lieux de transport en commun, etc. Et il me semble que cette dimension sociale, elle est souvent peu présente dans les propositions qui sont faites en termes de fiscalité, en termes de stratégie pour construire des trajectoires décarbonées. Et pourtant, elle est critique dans le fait que ces trajectoires soient acceptées par l'ensemble de la société, et en particulier par les populations qui sont aujourd'hui les plus vulnérables d'un point de vue de leurs revenus. Voilà. Donc c'est une présentation qui est un petit peu décousue, mais ce sont les choses que je voulais aborder aussi en réaction aux points qui ont été discutés tout à l'heure. La perception de l'anthropocène, c'est un terme abstrait, c'est un terme qui, quand j'en parle avec des enfants, parce que je le fais souvent, je dis l'anthropocène, ça veut dire qu'on est les rois du monde. Ça veut dire qu'on est les maîtres involontaires des trajectoires finalement sur lesquelles on place l'évolution du climat, même à l'échelle planétaire. Mais ça veut dire aussi que le roi est nu, parce qu'on est devant cette responsabilité-là, mais on est peu armé pour la prendre en main et pour choisir les trajectoires sur lesquelles on se place, parce que cela implique de nombreux acteurs, les citoyens dans leur vie quotidienne, les collectivités qui sont responsables de l'aménagement du territoire, les États qui ont un rôle clé pour les politiques agricoles et énergétiques, et les accords internationaux qui conditionnent finalement la manière d'échanger entre les différents pays. Et le roi est nu parce qu'il n'a pas les ficelles de toutes ces modalités d'action-là. Et donc la vraie difficulté, c'est donner à lire cette diversité d'acteurs et fédérer les initiatives qui peuvent être à l'œuvre. Voilà, j'ai fini mes 20 minutes, je crois. Un peu décousu. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Et tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que la SNCF m'a offert un grand plaisir de visiter tout l'arrière-pays de la Bourgogne cet après-midi, mais ce qui ne m'a pas permis d'être à l'heure au début de ce colloque et de ne pas entendre donc, du coup les autres interventions sur lesquelles je comptais m'appuyer pour construire ma propre intervention. Donc si l'intervention de Valérie était décousue, ce que je n'ai pas trouvé, la mienne le sera vraiment, puisqu'elle est construite là sur un bout de table, et donc du coup essayer d'amener quelques éléments dans votre discussion sans filer, puisque je ne vous ai pas entendu plus tôt. Et donc du coup, également peut-être présenter quelques éléments saillants de l'analyse que vous retrouverez donc dans le livre que je publie dans la collection de Christophe la semaine prochaine, donc qui s'appelle « Sortons de l'âge des fossiles, manifeste pour la transition », et qui vient donc clairement d'une perspective militante, de quelqu'un qui est engagé dans le mouvement altermondialiste depuis 15 ans, confronté à la fois à cette période néolibérale et d'extension de l'emprise de la finance, du commerce mondial, des multinationales sur nos vies, nos existences et notre futur, et qui, au milieu des années 2000, avec un certain nombre d'organisations de ce réseau-là, altermondialiste, ont commencé à suivre de manière plus sérieuse les négociations sur le réchauffement climatique et qui ont essayé de prendre ça sérieusement, y compris dans la dimension scientifique du problème, pour aussi nous amener à nous interroger sur ce que nous portions jusque-là, et également tenter de connecter ce que pouvait être la crise climatique, ou telle qu'elle était présentée, avec ce sur quoi nous travaillons, à savoir le commerce international, la finance, les régulations internationales, l'affaiblissement de l'ONU, l'affaiblissement du multilatéralisme et l'immixion de plus en plus forte des multinationales dans la gestion du monde et de la planète sur les questions que nous connaissions. Et du coup, ce livre-là a pour point de départ cet engagement-là et comme autre point de départ, donc du coup, l'analyse que nous faisons de ces 5, 6 ou 7 années que nous avons passées à suivre les négociations internationales sur le réchauffement climatique et également les politiques nationales, locales ou régionales qui ont été mises en œuvre officiellement pour faire face à ce défi-là, on en est effectivement sur le constat d'une série de décalages, une série d'hiatus
entre la réalité du changement climatique et la réalité de ce qui est réellement discuté dans les négociations. Oui, j'imagine qu'Annie a parlé du schisme des réalités, j'allais là-dessus. Également, donc, ce décalage entre du coup, la réalité de la globalisation économique et financière et la réalité des politiques qui sont mises en œuvre face au dérèglement climatique, il y a quelque chose de différent des négociations telles qu'elles se déroulent. Et également, le décalage qui peut exister entre le discours ambiant sur la lutte contre le réchauffement climatique qui nécessiterait l'engagement de tous, que nous soyons, quelle que soit notre histoire, quel que soit aujourd'hui notre rôle dans l'économie mondiale, ce discours un peu général et universalisant, qui est aussi porté par le discours sur l'Anthropocène, et que Christophe et Jean-Baptiste ont discuté très largement dans leur livre, selon lequel ce serait l'homme qui serait confronté au changement climatique, qui serait en charge de trouver les solutions à des règlements climatiques, passant sous silence la réalité des causes profondes qui sont à l'origine du réchauffement climatique. Et nous, venant d'une perspective clairement assumée, travaillant sur les questions de justice sociale, sur les inégalités en termes de responsabilité et de capacité d'agir, nous sommes donc du coup en porte-à-faux avec ce discours relativement général selon lequel ce serait la mobilisation de toutes les énergies disponibles qui permettrait de combattre le changement climatique. Et donc, du coup, on a un peu cette impression, et là on le voit très clairement en préalable de la COP21, que les discours se climatisent bien plus vite que les politiques nationales, que les politiques internationales, ou même que les politiques locales. Et donc, de ce décalage-là, bon, Annie et Stéphane, dans leur bouquin, ont très largement explicité, je vais essayer de présenter des éléments qui me paraissent saillants aujourd'hui comme étant des verrous clés qui, s'ils ne sont pas levés, toute hypothèse de transition énergétique, toute hypothèse de transition écologique et sociale, toute hypothèse de réponse un peu à la hauteur des enjeux du réchauffement climatique est vaine et ne sera pas efficiente. Et pour cela, je voudrais partir d'un exemple qui est pour moi révélateur de cela et qui se déroule le 2 novembre dernier, le 2 novembre 2014, qui est une date importante pour les climatologues, qui est la date où le GIEC publie la synthèse de ces 3 rapports publiés en 2013 et 2014, donc la synthèse qui est livrée aux décideurs de ce monde, du monde dans lequel nous vivons, et qui, parmi tous les constats qui sont établis, pointe la responsabilité de l'inaction et de l'inertie des politiques gouvernementales, et qu'en tout cas, il est nécessaire d'y remédier. Ce 2 novembre-là, François Hollande est en Alberta, au Canada, avec Stephen Harper, qui est sans doute le Premier ministre le plus rétrograde en matière de politique climatique, et le plus conservateur en bien des aspects. Et François Hollande se félicite de 2 choses à ce moment-là. Il se félicite, du fait que les multinationales et les entreprises françaises aient investi très largement dans l'exploitation et la mise en valeur, c'est son terme, des ressources énergétiques et des ressources naturelles de la province de l'Alberta et du Canada, et il les encourage à poursuivre leurs investissements en la matière. Et il se félicite également que l'Union européenne ait finalisé avec le Canada un accord de libre-échange et d'investissement, qui est le CETA, et qui est, pour faire vite, le petit frère ou la première étape de l'accord transatlantique qui est en cours de négociation entre les États-Unis et l'Union européenne. Et de cet exemple-là, et je pourrais en prendre bien d'autres, c'est pas pour cibler spécifiquement François Hollande, je pourrais prendre Barack Obama qui, une semaine, annonce un plan sur le climat et la semaine d'après autorise les forages en Arctique, et je pourrais en prendre de nombreux autres à l'échelle internationale ou dans plusieurs pays. Mais pour moi, cet exemple-là est révélateur réellement de ce schisme de réalité, de ce décalage entre la réalité des discours et la réalité des actes, mais je ne pense pas qu'il faille en rester à une analyse selon laquelle ce serait simplement un double discours, que les gouvernements, que les chefs d'État pourraient dire tout et leur contraire dans les mêmes discours ou dans la même semaine ou sur des sujets similaires, et que donc du coup ceci ne serait à interpréter que sous l'angle de la démonétisation de la parole publique et que finalement les discours n'auraient plus de valeur. Il me semble qu'il y a dans cet acte-là quelque chose
ou en tout cas cet acte transcrit quelque chose de beaucoup plus profond, qui est le fait que le décalage entre la réalité de la globalisation économique et financière et la réalité des politiques climatiques est réellement constitué et institué dans des politiques et des institutions internationales et des règles de droit international, des règles du commerce international qui structurent profondément l'économie mondiale et qui structurent profondément la machine à réchauffer la planète avec laquelle nous vivons au quotidien. Et donc du coup, c'est un des éléments du bouquin et de mon intervention régulière sur ce sujet, c'est de montrer, ou tenter de montrer comment aujourd'hui les règles qui organisent le commerce international, les règles qui organisent l'investissement international, qui protègent et qui sécurisent les investissements des multinationales, sont en tout point et en tout lieu contradictoires avec une véritable politique de lutte contre les changements climatiques. Et ceci s'observe à différents niveaux. On peut prendre un premier niveau qui est simplement de regarder une politique qui a été mise en œuvre par une autre province du Canada, et je ne fais pas un tropisme sur le Canada, mais c'est le cas, donc qui est l'Ontario, et qui a décidé, pas forcément pour des questions foncièrement climatiques, mais pour des questions d'économie locale, d'approvisionnement et de sécurisation de son approvisionnement en énergie, de développer un programme de développement des énergies renouvelables dans l'éolien et le photovoltaïque. Et ce programme-là prévoyait un tarif de rachat préférentiel de l'électricité produite, à condition que les entreprises emploient une certaine quantité de main-d'œuvre locale et une certaine quantité de matériaux locaux. Ce qui a l'immense avantage de pouvoir expliciter à la population du pays que oui, il est possible de développer des énergies renouvelables, oui, il est possible de mettre en œuvre une politique de transition énergétique, et que ceci peut être, en tout cas dans une certaine mesure, intéressant pour l'ensemble de la population, fournir des emplois, fournir de l'activité, relocaliser des activités économiques, et éventuellement, ça serait dans une perspective vraiment citoyenne et altermondialiste, associer ces populations-là au développement de ces énergies renouvelables. Ce n'était pas le programme. Ce programme-là a été attaqué devant l'organisme des règlements des différends par le Japon, puis par l'Union européenne et l'organisme des règlements des différends de l'Organisation mondiale du commerce, attaqué par le Japon et suivi par l'essentiel des puissances économiques de la planète, considérant que finalement, en octroyant cette possibilité-là d'un tarif de rachat préférentiel à des entreprises qui privilégient de la main-d'œuvre locale et des matériaux locaux, on privilégiait les entreprises locales, au détriment des multinationales qui, elles, viennent avec leurs propres matériaux et leur propre main-d'œuvre. Et ceci est contraire aux règles du commerce international, parce que quand vous accordez des avantages à un secteur économique, il faut que l'ensemble des entreprises qui candidatent, qui compétitionnent sur ce secteur économique aient droit aux mêmes avantages. Et sur ce principe-là, qu'on pourra expliciter si vous le souhaitez, l'Ontario et donc le Canada ont perdu le cas devant l'organisme des règlements des différends, et le dispositif a dû être arrêté. 20 000 emplois avaient été créés, un certain nombre ont disparu, et le train de développement des énergies renouvelables en Ontario a été beaucoup moindre après la suppression de ce dispositif-là. Ce n'est pas un cas isolé. Les États-Unis viennent de gagner un cas similaire contre l'Inde. L'Inde, qui est par ailleurs présentée en général par les puissances de ce monde comme étant aujourd'hui un mauvais élève des politiques en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. Ce qui est vrai, ils ont un gouvernement conservateur et absolument rétrograde et absolument pas intéressé par la question climatique. Et ils ne développaient pas, leur programme de développement des énergies renouvelables ne visait pas à réduire leurs émissions, mais simplement à approvisionner leur population en énergie. Les États-Unis, considérant que les entreprises indiennes allaient être avantagées, ont mené le même type de bataille devant l'organisme des règlements des différends. Ce cas-là, cette question-là, on peut aussi l'observer directement dans le cadre des négociations sur le réchauffement climatique. Si vous prenez le texte fondateur des négociations, la Convention de l'ONU sur le changement climatique, vous avez un article 3.5, donc c'est le texte qui a été validé à Rio en 1992, qui dit très clairement qu'il n'est pas question que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international ou des entraves déguisées à ce commerce. Donc c'est un peu comme si on disait à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de la planète, vous pouvez négocier le temps que vous voulez sur les négociations, et ils en sont à quasiment 23 ans, vous pouvez prendre toutes les mesures que vous souhaitez pour faire face
au changement climatique à une seule condition, que vous ne touchiez pas aux règles qui organisent précisément l'économie mondiale et la circulation des biens et services dans cette économie mondiale. Et ceci est complètement contradictoire avec tout le discours et tout ce que nous portons en termes de revendications, d'exigences de relocalisation des activités économiques, la possibilité pour les décideurs, qui soient dans des collectivités territoriales à l'échelle d'une nation ou même d'une région, de pouvoir instaurer dans la passation des marchés publics un certain nombre de critères de localisation des activités, un certain nombre de critères de contenu local sur l'approvisionnement des biens qui seront fournis dans le cadre de ces marchés publics. Tout ceci est contraire aux règles du commerce international. Tout ceci, on aurait pourtant besoin de le décider au sein éventuellement de l'ONU, ou en tout cas d'en faciliter la mise en œuvre. Et donc, en gros, à l'échelle internationale, alors que les règles du commerce international sont une des origines du réchauffement climatique tel que l'économie fonctionne aujourd'hui, il est impossible, au sein de l'ONU, de prendre des décisions qui soient contraires à ces règles-là. Et comme ce n'est pas l'OMC, dont ces règles sont fondatrices, qui va les prendre, qui, aujourd'hui, est en mesure réellement de prendre et d'inverser la hiérarchie des normes à l'échelle internationale et de faire qu'à un moment donné, il y ait des règles écologiques, des règles de protection de l'environnement qui puissent prédominer sur les règles du commerce international. Et ça, pour moi, c'est une des questions relativement centrales du débat que nous avons et que nous avons à mener jusqu'à la COP, parce que c'est un élément clé de ce schisme de réalité ou de ce décalage entre la réalité des négociations et la réalité du réchauffement climatique et de la globalisation économique et financière. Et on l'observe également aujourd'hui dans le cas des négociations sur le TAFTA. Grosso modo, nous avons des gouvernements en Europe, notamment le gouvernement français, qui dit « nous voulons une conférence historique à Paris à la fin de l'année, mais nous voulons également une conférence historique, un accord historique avec les États-Unis pour faciliter les échanges internationaux et notamment pour libéraliser le marché de l'énergie transatlantique. » Il y a clairement un historique de trop et il faut clairement porter cette question. Et il faut la porter au sein même des Nations Unies. Il ne faut pas simplement la porter à l'extérieur de l'instance et pointer cette contradiction forte qui peut exister aujourd'hui entre finalement une convention cadre sur le changement climatique qui est désarmée dans sa capacité à re-réguler l'économie mondiale pour entamer la transition dont nous avons besoin. Finalement, donc c'est un exemple, j'ai dû passer beaucoup de temps sur cet exemple. Le propos de l'ouvrage et de mon propos, enfin le propos de ce que je voulais vous présenter est finalement de donner à voir ces verrous-là qui empêchent cette transition qui est nécessaire et également les pièges que nous avons à éviter. Et sans lever ces verrous, et qui sont nombreux, j'ai parlé du commerce, mais on pourrait parler de l'organisation du système financier international qui aujourd'hui empêche réellement les multinationales de l'énergie de désinvestir par exemple des énergies fossiles. C'est strictement impossible pour de simples raisons financières. Si demain Total décidait de dire bah, non, moi je laisse 40% des réserves actuelles dans le sol et je ne vais pas les exploiter, cette entreprise disparaît des bourses mondiales. Ce n'est pas possible, strictement sur le plan financier. Donc nous avons besoin de désarmer les marchés financiers et l'organisation de la finance mondiale pour ces raisons-là. Donc des verrous de ce type-là, nous en avons quelques-uns à lever. Et nous avons effectivement quelques pièges à éviter qui sont relativement du même ordre et qui sont finalement la croyance soit dans les technosciences ou finalement les systèmes de marché qui pourraient, avec des mesures qui pourraient apparaître comme étant finalement relativement simples, venant résoudre la complexité du réchauffement climatique. Et par exemple, une des propositions qui est aujourd'hui débattue, pas au sein de l'ONU, mais au moins dans le débat public, à savoir qu'il suffirait d'un prix pour la tonne carbone à l'échelle internationale pour régler l'ensemble des dimensions et de la complexité du réchauffement climatique. Ceci est une histoire pour des enfants qui voudraient bien la croire, mais ça ne peut pas fonctionner ainsi. Et donc du coup, il faut qu'on arrive à porter ces questions-là. La dernière chose que je voulais dire, et qui consiste également à poursuivre dans cette veine de politiser d'une certaine manière, ou reposer au cœur du débat sur le réchauffement climatique la question des inégalités de responsabilité et de capacité d'agir, et de tenter de montrer que le réchauffement climatique ne peut être déconnecté des autres composantes de l'économie mondiale et des sociétés dans lesquelles nous vivons. Une des propositions que je fais, et qui amènera, j'espère, discussion, est finalement d'appeler
tous ceux qui aujourd'hui se refusent à considérer qu'il faille laisser 80% des énergies fossiles dans le sol, d'appeler tous ces gens-là, soit qu'ils refusent de l'admettre, soit qu'ils tergiversent, soit qu'ils prennent des mesures qui soient contraires à cet objectif-là, d'appeler tous ces gens-là des climato-sceptiques. Et je m'explique. On a appelé climato-sceptiques, on a considéré que ceux qui niaient le réchauffement climatique étaient climato-sceptiques parce qu'ils niaient une réalité scientifique, un résultat de la science selon laquelle le réchauffement climatique était bel et bien là. Nous avons ensuite appelé climato-sceptiques ceux qui ont nié l'origine anthropocentrique, l'origine humaine du réchauffement climatique, sur la même base, sur le fait qu'il y avait des résultats suffisamment clairs sur le plan scientifique pour considérer que le réchauffement climatique était d'origine humaine. La proposition est de considérer qu'aujourd'hui il y a suffisamment d'éléments scientifiques, suffisamment de résultats pour justifier le fait qu'il faille laisser 80% des réserves d'énergie fossile dans le sol pour appeler tous ceux qui se refusent à cet objectif-là également des climato-sceptiques, des gens qui nient la réalité des mesures que nous devons prendre, des objectifs que nous devons prendre en termes de lutte contre les dérèglements climatiques. Et donc du coup, cette proposition qui va de pair avec cette exigence d'un moratoire international sur toute nouvelle exploration et exploitation d'énergie fossile est apportée, de mon point de vue, finalement comme un moyen de faire bouger les lignes, comme un outil pour créer du débat, pour essayer de déplacer le centre de gravité de la discussion sur le réchauffement climatique aujourd'hui, et porter cette proposition de moratoire comme une proposition qui fonctionne sur ces deux jambes. Une proposition qui vient effectivement, en tout cas qui est aujourd'hui ressourcée par les résultats des scientifiques à travers les études que nous avons qui expliquent qu'il faut laisser 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes des énergies fossiles dans le sol, mais qui a aussi des origines dont il faut se rappeler pour voir qu'à un moment donné, il y a des orientations qui ont été prises qui auraient pu être tout autres. L'origine, la proposition de laisser les énergies fossiles dans le sol, elle ne vient pas de Bill McKibben, de l'organisation 350 au niveau américain, elle ne vient pas des scientifiques, elle vient d'organisations en lutte contre l'exploitation pétrolière au niveau local, au niveau territorial. Elle vient de 2 organisations en particulier, l'organisation qui mobilisait le peuple Ogoni au Nigeria et des organisations équatoriennes travaillant sur le sujet. Et en fait, en 1995, nous sommes aujourd'hui 20 ans après la mort du leader du peuple Ogoni au Nigeria, dont on va fêter donc les 20 ans dans les semaines à venir. Après cet assassinat par le gouvernement nigérian, les organisations du peuple Ogoni et les organisations des régions amazoniques et d'Équateur se sont réunies en Équateur et ont fait cette proposition-là. Donc on est en 1995, juste après 1995, et on est en pleine discussion du protocole de Kyoto, et ils font la proposition suivante qui est de dire, nous, au niveau local, on est confrontés à l'exploitation et aux conséquences de l'exploitation du pétrole, et nous en vivons des conséquences graves. Et dans le cadre des négociations sur le changement climatique, on négocie sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais la proposition apportée, c'est un moratoire international sur toute nouvelle exploitation pétrolière, gazière ou charbonnière, parce que ça permettrait, de barrer, de limiter, de stopper le front d'extraction des énergies fossiles auxquelles nous sommes confrontés au niveau local, et d'adopter une réponse à la hauteur des enjeux en termes de lutte contre les dérèglements climatiques. Cette proposition-là n'a pas été entendue par le monde des ONG et le monde de la société civile organisée à l'époque. Elle a été balayée d'un revers de la main par l'ensemble des États, et aujourd'hui elle revient, 20 ans après, avec plus de force, également portée par des organisations nord-américaines, sans doute aussi portée et soutenue aujourd'hui par des résultats scientifiques qui nous permettent d'étayer cette proposition-là de manière plus forte. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que si cette proposition n'a pas été retenue dans les années 90, c'est aussi parce qu'il y a des choix politiques qui ont été très clairs, qui ont été faits, et que donc du coup, si c'est de cela dont nous avons besoin aujourd'hui, en termes de résultats à atteindre, il faut peut-être s'appuyer sur les forces qui le portent réellement et qui le portent depuis longtemps, plutôt que d'attendre soit des négociations, soit de gouvernements qui tergiversent aujourd'hui, qui soient à la hauteur des enjeux à la prochaine COP, et donc de s'appuyer sur ces forces agissantes qui ont porté ça depuis longtemps pour aller plus loin dans la bataille politique que nous avons à mener à l'échelle internationale. J'imagine
qu'il y a beaucoup de questions, d'interventions. Alors. Il n'est pas allumé. Ali? Je peux poser des questions à Valérie. Parce que pour une fois, j'ai une scientifique en face de moi qui vient de parler aussi de l'enjeu politique. C'est bien. Il est noir, celui-là fonctionne. Oh, je peux parler toi. Non, parce que c'est enregistré. Ah, Ça peut être plus contre toi. allez. Moi, tu as été très affirmatif sur un point qui était, justement, qui faisait suite à ce que j'avais un peu ouvert, c'est-à-dire les 2 degrés et la quantité de carbone. Le micro associée. Ah bon je disais, marchera. Il faut mettre bien après. Je disais à Valérie, tu as été très affirmative sur le point suivant, c'est-à-dire tu as associé à 2 degrés une quantité de carbone, d'émissions qui nous resterait, si je dirais, 20 années à la hauteur de l'année 2014. Il me semble, il me semble que j'entends beaucoup d'autres scientifiques qui sont beaucoup plus prudents que ça. Qui disent, non, on ne sait pas, puisque la sensibilité climatique, on ne la connaît pas, vraiment la fourchette, elle reste de 3 degrés et demi, d'incertitude, donc on ne peut pas exactement dire ça. Et d'où ensuite toutes les discussions politiques sur monter au-delà et puis redescendre, etc. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu affirmes ça aussi fort? Donc en fait, la relation finalement qui est assez simple et qui relie un cumul des émissions de gaz à effet de serre et changement futur de température, elle résulte d'un ensemble de processus compliqués et pas linéaires. Et alors, elle s'appuie sur la modélisation à la fois du climat, mais aussi de la manière dont les émissions anthropiques de dioxyde de carbone interfèrent avec la capacité de stockage des puits de carbone naturels, terrestres et marins. Donc, chacun de ces points est associé à un niveau d'incertitude qui est important. Tel que ça avait été abordé dans le rapport du GIEC, c'est vraiment une analyse qui est à travers toutes les simulations disponibles, et donc on ne peut pas estimer l'ensemble des incertitudes associées, on peut juste calculer la dispersion entre les différentes simulations qui existent. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'était une des figures clés du groupe 1 du 5e rapport. C'est la figure qui a donné lieu au maximum de discussions avec les délégations et les représentants des gouvernements qui étaient présents. Donc, comment le dire clairement ? Chaque fois qu'il y avait un constat scientifique qui faisait référence aux 2 degrés, on sentait que c'était un sujet très sensible, avec l'idée que justement ce constat pouvait se propager ensuite en choses contraignantes dans des accords internationaux. En l'occurrence, c'était la Chine qui était à la manœuvre lors de cette approbation pour que finalement l'ensemble des incertitudes qui sont présentes, qui sont explorées dans le rapport complet, se propage dans le résumé pour décideurs, et donc à la place d'un texte très simple qui reliait l'objectif à un chiffre, dans la version approuvée du groupe 1, il y a un paragraphe illisible qui fait état de différents niveaux de confiance et des gammes d'émissions de CO2 compatibles avec ces différents niveaux de confiance. Quand j'ai fait état là de ces 20 années d'émissions au niveau de 2014, j'ai fait référence aux conclusions du comité d'organisation du colloque de l'UNESCO de l'été dernier, qui a franchi des règles d'approbation des rapports du GIEC, de l'ensemble des incertitudes dont on sait très bien qu'elles sont présentes, pour rappeler finalement, en allant à un chiffre simple, finalement les implications des émissions actuelles de dioxyde de carbone. Alors on pourrait dire entre 15 ans et 40 ans, si on voulait propager, enfin je le fais à la louche, mais un certain nombre des incertitudes. Et ce chiffre d'une vingtaine d'années d'émissions au niveau de 2014, c'est pour avoir 2 chances sur 3 de limiter le réchauffement à moins de 2 degrés. Donc, la traçabilité complète, c'est ça, c'est avec 2 chances sur 3 de succès. C'est pas 9 chances sur 10 de succès. Si on donnait 9 chances sur 10 de succès, on aurait une fourchette plus réduite, compte tenu même de toutes les incertitudes qu'on est capable de quantifier aujourd'hui.
me permets de répondre Bien sûr. Président. Parle dans le micro. Oui, je suis très contente que tu aies récapitulé tout ça. J'étais à Stockholm exactement quand il y a eu cette discussion, parce que j'y suis allée. Et je crois qu'il faut bien que les choses soient claires, puisque tout le monde s'intéresse aux enjeux de la COP21, c'est que tout ça n'a pas été repris dans la négociation. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire, c'est sous le tapis, et on garde ce 2 degrés comme étant un drapeau complètement abstrait, complètement désincarné, et c'est ça, pour moi, effectivement, le schisme et tout ça. C'est-à-dire que vraiment, et c'est une discussion très importante, parce qu'à la conférence de juillet des scientifiques, il y a eu, ça a été abordé un peu comme ça, sous le tapis, dans certains salles divins, mais on est resté dans la doxa officielle de les 2 degrés, c'est possible, etc., sans associer à c'est possible des contraintes qui sont très fortes, si on s'en tient à ce que tu viens de dire. D'autres Oui, et ce qu'on observe aussi, c'est ça. Je propose qu'on... Merci. Alors j'ai 2 questions à Madame Valérie Lasson-Delmotte et une question à Maxime, dont les emplois ne sont pas du tout comparables. Alors les questions techniques, c'est... Vous parliez d'incertitudes associées aux prévisions. Est-ce qu'il y a des incertitudes qui sont... Est-ce que le GIEC a travaillé sur les bombes carbone? Les bombes carbone, je précise ma question, la fonte du permafrost en Sibérie ou au Canada, enfin, qui se traduit actuellement par l'effondrement d'immeubles qui sont battus sur les sols gelés. Enfin, cette fonte du permafrost, elle peut être associée à l'émission de méthane. L'émission de méthane qui était stockée pendant des millénaires et qui est associée aux matières en décomposition, en matières qui ne sont pas en décomposition, qui sont gelées et qui vont se décomposer quand elles vont fondre. Est-ce que ces émissions de gaz à effet de serre, du méthane qui est 27 fois plus réchauffant que le CO2, est-ce qu'elles ont été modélisées par le GIEC? Deuxième question technique, si on veut, enfin c'est entre guillemets, c'est est-ce qu'il y a aussi une modélisation de l'augmentation de la fréquence des ouragans ou des typhons en Asie, qui sont associés à l'élévation de la température des océans? L'élévation de la température des océans produit une augmentation au carré de la puissance des ouragans. Enfin, alors, pour Maxime, dans ton exposé, tu étais extrêmement percutant, mais je te demande quelles sont les forces qui peuvent être porteuses des mobilisations nécessaires pour combattre l'extractivisme, parce qu'il s'agit de combattre l'extractivisme dominant, et il s'agit d'aboutir à une mobilisation qui peut permettre l'arrêt ou le stock, où on laisse dans le sol 80% des énergies fossiles. C'est un mouvement d'une très grande ampleur. Quelles sont les forces dans le monde qui peuvent être porteuses d'un tel projet, ou d'une telle mobilisation? D'accord. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Ouais. Alors, bien. D'abord, merci de prendre ma question. Moi, je voulais parler plutôt de la question de l'attribution, puisqu'on a beaucoup parlé de l'attribution, disons, à la fois géographique et historique, aux pays qu'on va dire très rapidement de l'Occident et des pays développés actuellement. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut aussi parler de la question des générations, puisque ça impliquerait justement de pas seulement pousser pour une présence accrue et une écoute accrue des pays dits du Sud, mais aussi pour une écoute et une prise en compte des aspirations, des inquiétudes et des envies tout bêtement des générations jeunes d'aujourd'hui et des générations futures en matière de climat. Valérie, tu commences? Il y a encore des questions. Oui, donc je voulais d'abord rebondir sur l'histoire des 2 degrés. Je pense que finalement c'est le seul objectif qui est inscrit dans les traités internationaux à ce jour. Et donc il y a effectivement une forme le terme, voilà, d'attachement très fort
à retenir cet objectif pour éclairer les politiques climatiques internationales. Moi, je ne fais pas partie des délégations de négociateurs, mais j'observe ça à distance en lisant les comptes rendus de négociations qui ont eu lieu à Bonn au printemps dernier. Ce que j'ai vu, c'est que certains pays ont commencé à introduire l'idée de réfléchir à un objectif encore plus contraignant, 1,5 degré, sous forme de négociations informelles, et ça a été refusé avec droit de veto finalement, puisque l'accord doit se faire au consensus, par un seul pays qui est l'Arabie Saoudite. Donc visiblement, il n'est même pas possible d'avoir des discussions informelles sur une évolution possible de l'objectif en matière de changement de température. C'est ce qui a été rapporté par les observateurs de cette phase de négociation à Bonn. Après, donc, sur les points qui ont été abordés également, donc, vous avez parlé de prévision. Alors en termes de changement climatique, on parle plutôt de projection, au sens où on ne prétend pas prévoir la manière dont le climat va varier au cours des prochaines années, parce qu'il y aura des éléments aléatoires, il y aura des facteurs naturels qui vont jouer. Les projections, ça veut dire uniquement en réponse aux scénarios de perturbation humaine sur le long terme, c'est-à-dire 30 ans ou plus. Donc dans les projections, certains modélisent l'effet de la fonte du permafrost sur les rejets de gaz à effet de serre. Le GIEC, en fait, il fait que la synthèse de ce qui est fait dans les labos de recherche. Donc, il y en a qui le font. Dans les scénarios de fortes émissions de gaz à effet de serre et de fort réchauffement, cela pourrait rejeter 20% de plus de gaz à effet de serre par rapport aux émissions humaines. Donc c'est quelque chose qui a le potentiel d'être un facteur d'amplification progressif et sur le long terme. C'est-à-dire qui nous placerait sur une trajectoire encore plus haute à niveau d'émissions anthropiques données. Il y a de nombreux travaux qui sont à l'œuvre pour observer justement les rejets de gaz à effet de serre liés à la dégradation du permafrost. Ce n'est pas aujourd'hui la première cause de l'augmentation du méthane de l'atmosphère. Donc c'est normal, quoi. Comme pour toutes les activités scientifiques, on observe, c'est pas toujours évident dans ces régions difficiles d'accès, on observe par des grandes campagnes, y compris par avion, on améliore la représentation des processus, et puis on essaie de le modéliser à grande échelle avec toutes les incertitudes associées. Pour nous, c'est pas quelque chose qui va être brutal et généralisé, c'est plutôt graduel et sur le long terme. Et ensuite, sur la fréquence des ouragans, donc on n'observe pas de changement de fréquence des ouragans aujourd'hui. Dans un contexte de forte perturbation, de fort réchauffement climatique, les modèles de climat dont on dispose aujourd'hui ont plutôt tendance à simuler une baisse de fréquence des ouragans, mais une augmentation de l'intensité des ouragans les plus violents, donc avec des effets qui peuvent être parfois contradictoires entre l'effet réchauffement des océans et l'effet stabilité de l'atmosphère au-dessus. Et en termes de l'intensité des ouragans, ce qui devrait être amené à se renforcer, c'est la vitesse des vents de surface et l'intensité des pluies. Voilà, donc c'est l'état des connaissances actuelles. Ça va probablement évoluer fortement dans les années à venir avec des modèles de climat à plus haute résolution qui représenteront ces phénomènes-là de manière plus juste physiquement. Et puis sur l'implication des jeunes générations, il y a eu effectivement des attributions qui ont été faites et qui changent au cours du temps. En 1990, les principales générations responsables, c'était les 2-3 dernières générations des pays riches. Aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre de la Chine ou de l'Inde sont aussi importantes que les émissions des pays industrialisés en 1990. Donc le jeu de responsabilité change, et c'est pas qu'une histoire de génération, ça a été dit, c'est aussi une histoire de catégorie sociale, bien sûr, avec des effets disproportionnés pour les catégories les plus aisées, quels que soient les pays, finalement. Et puis, comment intégrer le regard des jeunes générations sur la question du climat? Nous, on le fait en ayant plein d'étudiants, bien sûr, de doctorants, qui contribuent à la partie recherche, avec des regards qui complètent ce qui existait précédemment. Je ne peux pas répondre pour la partie négociation, mais ce que je sais, c'est qu'il y aura une conférence des jeunes fin novembre, qui peut être une opportunité de faire porter cette voix de la jeunesse. Après, je ne sais pas comment ces jeunes générations sont entendues. Les jeunes générations d'aujourd'hui sont souvent des gens qui ne votent pas, par exemple. Et donc leur voix, elle ne porte pas aussi fortement que si elles votaient, je crois. Elles vont voter si elles sont motivées pour le faire. Non ? J'ai 2 adolescentes à la maison. Je pourrais faire très très long sur les jeunes générations, je ne vais pas faire très très long. Mais simplement, je pense qu'il faut faire attention à 2 choses. La première, c'est d'imaginer qu'il suffirait de parler de jeunes générations
pour faire monter l'urgence de l'action dans les négociations. Je pense que ceci n'est pas exact, et par ailleurs invisibilise les inégalités en termes de responsabilité et de capacité d'action. Et ça me paraît absolument clé, parce que dans la période actuelle, c'est ce qui me paraît le plus invisibilisé dans le débat sur le réchauffement climatique. Et la deuxième chose, attention, un certain nombre de sondages, qui ne sont que des sondages, sont sortis récemment, y compris pour la France. Et autant j'ai été jeune et engagé dans des mouvements de jeunes et faisant grand cas de oui, la jeunesse est mobilisée et si on en prenait plus compte, nous serions en mesure de bouger beaucoup de choses. Il faut voir ce qui aujourd'hui, pour ne parler que de la société française, traverse, construit politiquement une génération aussi. Et je ne suis pas encore sûr que ce soit un mouvement pour le climat ou un mouvement pour la justice climatique qui traverse et construise les jeunes générations en France, en Europe. Et donc du coup, il faut qu'on regarde ça avec attention. Tout l'enjeu de Paris me paraît être de contribuer à faire que les générations à venir soient construites politiquement, se construisent en tant que génération autour de ces questions de climat. Mais ça, c'est pas un pari gagné aujourd'hui. C'est plutôt un pari sur lequel, enfin une bataille sur laquelle on a perdu ces dernières années. Et la deuxième chose que je voulais dire sur les jeunes générations, c'est ne cantonnons pas cette question-là à se faire entendre au sein des négociations, parce que si on prend un tant soit peu au sérieux l'ensemble des choses qui ont pu être dites sur le décalage entre la bulle de négociation et la réalité des causes profondes du réchauffement climatique, on peut essayer d'être plus entendu au sein des négociations, mais on a beaucoup essayé de le faire ces dernières années, beaucoup étaient persuadés d'obtenir un accord qui sauverait le climat à Copenhague, et nous avons vu ce que ça a donné. Ça génère beaucoup plus de frustration, de sidération, de découragement à la fin des négociations si le résultat n'est pas à la hauteur des espérances qui ont été construites dans les discours précédant la COP, et je ne suis pas sûr que ce soit une façon pérenne de construire justement une génération qui s'impliquerait dans des batailles pour la justice climatique, pour la transition. La deuxième chose que je voulais dire, c'était revenir sur la question du budget carbone, qui effectivement est relativement absente des textes de négociation actuels, mais qui était mentionné à ma connaissance. Alors, on n'a pas le dernier texte qui va être rédigé par les deux co-chairs et qui va être présenté à la prochaine session de Bonn, mais jusqu'à la précédente session de Bonn, nous avions une mention de terme budget carbone. Et cette mention-là, en général, n'était pas défendue par tous les gens qui aujourd'hui portent cette question d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, dans l'histoire récente des négociations, il y a un pays, au nom de plusieurs, et des négociateurs de ce pays-là, qui ont porté cette question très fort. Avant Copenhague, à Copenhague, et les 2 années après Copenhague. C'est la... Mais c'est aussi la Bolivie. Et c'est aussi la Bolivie, et oui, mais ta réaction est assez symptomatique de cela. C'est de... Non, mais je te charrie. C'est de considérer qu'à un moment donné, parce que la Bolivie portait cette question extrêmement forte, finalement elle était irréaliste, non applicable, et qui finalement il ne fallait pas forcément en tenir compte, parce que l'objectif était d'en avoir un accord à Copenhague, ou un accord dans les années suivantes, ou que les négociations perdurent. Et ça me paraît problématique de notre point de vue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les forces qui portent cette idée qu'il faudrait laisser 80% des énergies fossiles dans le sol et éventuellement attribuer ce qu'il reste entre les pays de la planète, ou trouver une façon de satisfaire cet objectif-là, à un moment donné, ont été un peu réticentes à porter très fortement cette question-là dans les négociations, qui clivaient extrêmement fortement. Et donc du coup, je pense que nous avons toutes et tous une responsabilité dans le fait de ne pas avoir porté cette question beaucoup plus fort dans les années à passer, et donc du coup, se réinterroger par rapport à ça pour savoir comment nous menons éventuellement cette bataille aujourd'hui. Quelles sont les forces pour combattre l'extractivisme? C'est compliqué de faire un panorama général, mais elles sont nombreuses, et en tout cas, on peut considérer, au moins dans les pays du Nord, qu'après Copenhague, il y a eu ce que Maristela Svampa appelle un tournant éco-territorial pour caractériser ce qui se passe en Amérique du Sud depuis le début des années 2000. Et de mon point de vue, on observe des choses similaires en Europe, en Amérique du Nord, où un certain nombre de forces agissantes, de militants engagés, se sont effectivement retrouvés autour de batailles locales pour bloquer le front d'extraction des énergies fossiles, pour bloquer le front
d'agrandissement de cette machine à réchauffer la planète, c'est toute la bataille contre les grands projets inutiles, et que ce sont aujourd'hui effectivement une partie des forces sur lesquelles il faut s'appuyer pour effectivement tenter de remédier au décalage que nous observons dans les négociations sur le réchauffement climatique. Et ceci se retrouve dans le terme qui a été forgé en Amérique du Nord et qui a été mis en valeur par Naomi Klein dans son dernier bouquin qui s'appelle Blockadia. Et pour marcher sur nos 2 ou 3 jambes, nous avons besoin d'articuler à la fois ces gens-là, ces batailles-là, pour bloquer ce front d'expansion de la machine à réchauffer la planète ou de l'extraction des énergies fossiles, avec toute la question des alternatives, qu'elles soient locales, individuelles, limitées, portées par quelques-uns, ou que ce soit des alternatives systémiques. Et cela, nous pouvons le faire aussi à travers une campagne, cette articulation, une campagne qui est aujourd'hui forte et qui prend de l'ambition et de la force, qui est la bataille autour du désinvestissement des énergies fossiles. Pas une bataille comme étant la seule et unique qui doit être menée, mais comme une façon d'articuler et de pouvoir travailler dans les contradictions internes du système tel qu'il existe, la question de la bataille climatique. Il y avait monsieur, et puis ensuite madame derrière. Monsieur à la chemise verte. Monsieur à la chemise verte. Ah oui, vous avez partiellement répondu à la question que je voulais poser, mais apparemment c'est une course contre la montre entre le réchauffement climatique et les forces qui souhaiteraient l'arrêter, dans une perspective purement, disons, hyper réaliste. Et connaissant le monde politique qui n'agit généralement que sous la contrainte et sous l'obligation, est-ce que vous pensez qu'il est envisageable et raisonnable que ce mouvement soit arrêté de lui-même, ou qu'il faudra attendre que des événements climatiques dramatiques se produisent pour que les politiques se saisissent de la question? Je vous pose cette question en tant qu'expert, parce que moi, la religion est forgée. Alors madame derrière, c'était une question sur la pédagogie des catastrophes, il y a tout un antécédent là-dessus. Oui, je voulais dire que on a vu au cours des interventions précédentes de scientifiques notamment que la question climatique, elle est très complexe, beaucoup plus complexe que l'envisagent les politiques. C'est la somme de facteurs qui résultent de l'action prédatrice de l'homme sur le système Terre, mais pas seulement sur le climat, aussi sur la biodiversité, et sur la viabilité des sols, et sur la capacité de la Terre de pouvoir supporter pour l'avenir la vie humaine, et une humanité qui va atteindre les 9 milliards de personnes. Donc l'attribution de la responsabilité de la crise climatique, elle ne peut pas être divisée entre différentes catégories. L'attribution de la responsabilité climatique, moi je la vois dans une attribution idéologique. C'est l'idéologie dominante globalisée de la valeur suprême de la croissance économique et du développement économique aux dépens du développement humain. Voilà, et donc la crise climatique, c'est une crise des valeurs. Donc la seule solution, c'est un changement de paradigme complet, une révolution culturelle qui mette le bien commun au-dessus de toutes les valeurs économiques, financières. Et donc, pour pouvoir faire ceci, moi je propose, dans le prolongement de ce qu'a proposé Maxime, de faire une action sur les institutions internationales qui au lieu de devenir institution internationale, deviendrait institution universelle, c'est-à-dire ce ne serait plus des rapports interétatiques, mais des rapports de la responsabilité de la planète, de la gestion, je ne veux pas employer ce terme managérial, mais de la responsabilité politique de la planète. Et pour cela, il faut créer absolument à l'ONU la seule organisation qui manque à l'ONU, c'est-à-dire une organisation internationale de l'écologie plutôt que de l'environnement,
et dont les lois seraient prééminentes sur les lois de l'OMC, du commerce international, qui est responsable de tous les dysfonctionnements et de l'échec de toutes les négociations climatiques précédentes. Voilà.